L'aube étirait paresseusement ses rayons dorés sur les toits de tuiles ocre, baignant la région dans cette lumière si particulière, presque liquide, qui fait la renommée de la Provence. La chaleur n'avait pas encore écrasé la douceur de l'air lorsque Chloé manœuvra sa voiture de luxe pour se glisser dans une place de stationnement, délibérément choisie à l'écart de l'agitation principale du grand marché provençal. Le gravier crissa sous les pneus larges et coûteux, seul bruit venant troubler la quiétude matinale avant qu'elle ne coupe le moteur. Elle lissa le tissu de sa robe, une pièce de créateur dont la simplicité apparente cachait une coupe et une matière d'une élégance rare, et descendit du véhicule. Ce matin-là, une envie inexplicable, presque viscérale, l'avait poussée à délaisser ses assistants et ses livraisons habituelles pour venir elle-même faire ses courses, comme une tentative inconsciente de reconnecter avec une réalité plus tangible. Une nostalgie douce amère l'envahit alors qu'elle verrouillait sa portière. Elle se remémora les dimanches de son enfance, une époque où le luxe n'était qu'un mot abstrait et où le bonheur se trouvait dans les plats mijotés que sa mère, Marie, préparait avec amour et ingéniosité malgré leurs maigres moyens. Ce marché, véritable institution locale, était une fourmilière vibrante où le cœur de la ville battait la chamade. Dès qu'elle franchit l'orée des premiers étals, ses sens furent assaillis par une symphonie d'odeurs et de couleurs, le parfum entêtant de la lavande séchée se mêlait aux effluves iodés des poissons fraîchement pêchés, à l'arôme terreux des truffes et à la douceur sucrée des melons de Cavaillon. Le sol, encore marqué par les traces d'une averse nocturne, imposait une démarche prudente. Chloé avançait avec grâce, soucieuse de ne pas souiller l'ourlet immaculé de sa tenue, mais sans la moindre répulsion. Au contraire, elle inspirait à plein poumon cet air chargé de vie. Pour elle, ce marché représentait une vérité brute, un commerce honnête et vibrant qui tranchait radicalement avec l'univers feutré, mais impitoyable de son quotidien professionnel, peuplé de requins en costume sur mesure et de sourires de façade. Elle déambula entre les allées, prenant le temps d'échanger quelques mots avec les producteurs locaux, retrouvant des accents chantants qui réchauffaient son âme. Elle sélectionna avec soin quelques poivrons rouges luisants, des épis de maïs doux, et fit une halte prolongée devant un fromager réputé pour acheter un généreux morceau de comté affiné, le fromage préféré de son enfance, dont la saveur noisetée évoquait tant de souvenirs. Cependant, la légèreté de sa matinée s'évapora brutalement lorsqu'elle s'aventura vers l'arrière du marché, là où l'animation joyeuse laissait place à l'envers du décor. C'était la zone de déchargement, un espace gris où s'entassaient les cagettes brisées et les bennes à ordures débordant de marchandises invendues ou avariées. Dans un coin sombre, près d'un mur décrépit, une silhouette attira son attention. C'était une femme âgée, vêtue de haillons qui avaient dû être des vêtements un jour, fouillant avec une concentration désespérée dans un tas de blés flétris et noircis par la pourriture. La vieille dame examinait chaque feuille, tentant de sauver ce qui pouvait encore être ingéré, avant de glisser ses maigres trouvailles dans un sac en plastique noir, froissé et sale. Le cœur de Chloé rata un battement. Il y avait quelque chose dans la courbure de ce dos, dans la manière dont cette femme se voûtait, qui réveillait en elle une mémoire enfouie, une familiarité terrifiante. Elle plissa les yeux, luttant contre le déni, cherchant à percer le voile de la distance et de la foule indifférente qui passait à côté de la malheureuse sans même lui accorder un regard. La vieille dame fit une pause, passant une main tremblante et crasseuse sur son front pour essuyer la sueur. Lorsqu'elle tourna légèrement la tête, le temps sembla se suspendre pour Chloé. Ce profil, bien que marqué par la souffrance et l'épuisement, était indubitable. C'était le visage qu'elle aimait plus que tout au monde. C'était Marie, sa mère. Le monde de Chloé vacilla. Ses jambes devinrent de coton, et les sacs de course, remplis de produits frais et coûteux, manquèrent de lui échapper. Une cacophonie de questions hurlait dans son esprit. C'était impossible. Absolument impossible. Sa mère vivait dans le confort et la sécurité, n'est-ce pas? Elle habitait la magnifique maison de campagne que Chloé lui avait offerte l'année précédente, un havre de paix au milieu des vignes. Elle disposait d'un chauffeur, d'une voiture, de tout ce dont elle pouvait avoir besoin. Nicolas, son mari, l'avait assuré à maintes reprises qu'il veillait personnellement au bien-être de Marie. Alors pourquoi, au nom du ciel, se trouvait-elle ici, au milieu des déchets, disputant sa nourriture aux rats et aux mouches? La stupeur initiale laissa place à une douleur fulgurante qui lui transperça la poitrine. Oubliant sa robe, ses chaussures de créateur et sa dignité de femme d'affaires, Chloé se mit à courir. Elle traversa la boue, bousculant quelques passants, jusqu'à atteindre la vieille dame. « Maman » souffla-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Marie se figea. Elle se retourna lentement, ses yeux abîmés par la cataracte et la fatigue tentant de faire le point.
Lorsqu'elle reconnut sa fille, son visage, déjà pâle, devint livide. Une terreur pure, animale, se peignit sur ses traits. On aurait dit une enfant prise en faute, attendant une punition, alors qu'elle n'était que la victime d'un sort cruel. Sans hésiter, Chloé l'enveloppa dans ses bras, serrant contre elle ce corps frêle qui ne semblait plus être constitué que d'os saillants sous une peau parcheminée. L'odeur rance des ordures et de la misère ne la repoussa pas, elle ne fit que renforcer sa culpabilité et sa rage. Marie tremblait de tout son corps, et bientôt, les sanglots de Chloé résonnèrent dans le silence gêné de l'arrière-cour du marché. Lorsqu'elle parvint à reprendre un semblant de contrôle, Chloé s'écarta légèrement pour plonger son regard dans celui de sa mère. « Maman, parle-moi. Qu'est-ce que tu fais là? Que t'est-il arrivé ?» Marie baissa la tête, ses mains noueuses triturant nerveusement le sac plastique. Sa voix n'était qu'un murmure, un filet d'air brisé par la honte. Elle commença alors à raconter l'impensable. La maison de campagne, la voiture, la sécurité. Tout n'était qu'illusion. Une semaine à peine après que Chloé lui eut remis les clés et les titres de propriété, Nicolas et sa mère, Madame Marie, avaient débarqué. Ils avaient profité de sa confiance et de son ignorance des formalités administratives. Ils lui avaient mis sous le nez des documents complexes, prétendant qu'il s'agissait de simples ajustements pour la taxe foncière. En réalité, c'étaient des actes de cession. Une fois la signature extorquée, le masque était tombé. Madame Marie l'avait jeté dehors avec une cruauté inouïe, affirmant qu'ils avaient besoin de cet actif pour un investissement familial. Nicolas avait confisqué la voiture, prétextant des nécessités professionnelles. Le pire restait à venir. Lorsque Marie avait voulu appeler sa fille, Madame Marie l'avait menacée avec un venin glacial: « Si tu ouvres la bouche, si tu dis un seul mot à Chloé, je ferai en sorte que Nicolas la quitte. Je détruirai son mariage et sa vie deviendra un enfer par ta faute. » Par amour, par sacrifice maternel absolu, Marie avait choisi le silence. Elle avait accepté l'errance, louant une chambre insalubre en périphérie avec ses dernières économies, survivant comme une ombre pour protéger le bonheur factice de sa fille. En écoutant ce récit, le sang de Chloé se changea en glace, puis en lave bouillonnante. Elle serra les poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. Elle se sentit d'une stupidité abyssale d'avoir fait confiance à cet homme, et pire encore, d'avoir laissé sa mère souffrir par la faute de ces monstres déguisés en famille. Avec une détermination nouvelle, Chloé arracha le sac de légumes pourris des mains de sa mère et le projeta au loin avec violence. « C'est fini, maman, dit-elle d'une voix qui ne tremblait plus. Plus jamais tu ne mangeras d'ordures. Plus jamais ils ne te feront de mal. Je te le jure. Chaque larme qu'ils t'ont fait verser, ils la paieront au centuple. » Alors qu'elle tentait d'apaiser Marie, un mouvement dans la rue adjacente attira son regard. Une berline de luxe noire, rutilante, avançait au pas dans les embouteillages qui bordaient le marché. Chloé reconnut instantanément la plaque d'immatriculation. C'était un véhicule de sa propre flotte d'entreprise, celui que Nicolas s'était approprié. Les vitres n'étaient pas assez teintées pour dissimuler l'intérieur à ses yeux perçants. Au volant, Nicolas riait aux éclats, une main négligemment posée sur le volant, l'autre caressant la main d'une femme assise côté passager. Cette femme, jeune, aux longs cheveux soyeux, riait elle aussi, renversant la tête en arrière. Par une ironie du sort grotesque, elle se prénommait également Chloé. C'était, l'autre Chloé, celle dont les rumeurs avaient parfois effleuré les oreilles de l'épouse légitime, rumeurs qu'elle avait toujours balayées d'un revers de main confiant. Cette vision fut le coup de grâce. Il ne s'agissait pas seulement de vol, mais d'une trahison totale, systémique. Son mari n'était pas seulement un escroc, c'était un traître qui paradait avec sa maîtresse dans la voiture payée par sa femme, pendant que sa belle-mère fouillait les poubelles à quelques mètres de là. Instinctivement, Chloé tira sa mère vers l'ombre d'un pilier en béton. Elle ne voulait pas qu'il les voie. Pas maintenant. Pas comme ça. Une confrontation publique serait une erreur stratégique. S'il savait qu'elle avait retrouvé Marie, il préparerait sa défense, cacherait l'argent, inventerait de nouveaux mensonges. Non, Chloé devait agir avec la froideur d'un chirurgien. Elle sortit son téléphone et composa le numéro de Lucas, son avocat et ami de toujours, le seul homme en qui elle avait une confiance aveugle. D'un ton calme qui contrastait avec la tempête sous son crâne, elle donna ses instructions, trouver immédiatement un logement sécurisé et confidentiel pour sa mère, et lancer une enquête financière approfondie sur tous les mouvements de fonds opérés par Nicolas. Elle conduisit ensuite Marie jusqu'à sa propre voiture,
l'installant sur le siège en cuir souple avec une infinie précaution. Avec des lingettes humides trouvées dans la boîte à gants, elle nettoya doucement le visage et les mains de sa mère, effaçant la crasse mais ne pouvant effacer les cicatrices de l'âme. Le trajet vers le refuge temporaire se fit dans un silence lourd de sens. Chloé tenait la main de sa mère, lui transmettant sa force, tandis que dans son esprit, un plan machiavélique prenait forme. Elle n'allait pas simplement divorcer. Elle n'allait pas simplement les poursuivre en justice. Elle allait les détruire, méthodiquement, en utilisant leur propre avidité comme arme. Après avoir laissé Marie entre les mains bienveillantes de l'équipe de Lucas, dans un appartement confortable et surveillé, Chloé reprit la route vers sa résidence principale, une luxueuse demeure non loin de la ville. Elle s'arrêta quelques instants devant le portail monumental, respirant profondément pour composer son visage. Elle devait redevenir l'épouse docile, la femme d'affaires trop occupée pour voir la réalité, la vache à lait, naïve qu'il pensait qu'elle était. C'était la performance de sa vie. Elle pénétra dans le salon immense. Nicolas et sa mère, Madame Marie, étaient là, affalés sur les canapés de velours, sirotant du thé et dégustant des pâtisseries fines devant une émission de télévision frivole. Le contraste avec la scène du marché était si violent que Chloé eut envie de hurler, mais elle se força à sourire. « Bonsoir, ma chérie. » lança Madame Marie avec une fausse douceur écœurante. Nicolas s'approcha pour l'embrasser sur le front, un geste qui lui donna la nausée, mais qu'elle accepta sans ciller. « Une journée productive ?» demanda-t-il. Chloé s'assit face à eux, croisant les jambes avec élégance. « Très productive, répondit-elle. Puis, avec une innocence feinte, elle lança, « Au fait, comment va maman ? Je m'en veux tellement de ne pas avoir le temps d'aller la voir à la maison de campagne avec tout ce travail. » Nicolas ne montra qu'une fraction de seconde d'hésitation avant de répondre avec un aplomb terrifiant. « Elle va merveilleusement bien. Je l'ai eue au téléphone ce matin. Elle adore son jardin, elle dit que les roses sont magnifiques cette année. » Madame Marie renchérit avec enthousiasme, « Oh oui. Elle m'a dit de te dire de ne surtout pas t'inquiéter, qu'elle est très prise par ses activités paroissiales dans le village. Elle est si heureuse là-bas. » Chloé écouta ce tissu de mensonges, fascinée par leur capacité à fabriquer une réalité alternative sans le moindre remords. Elle acquiesça, jouant la fille soulagée. Voyant que le terrain était propice, Nicolas enchaîna rapidement. Il prit un air grave, soucieux. Il évoqua des tensions de trésorerie, dans son entreprise immobilière, un besoin urgent de liquidité pour ne pas rater une opportunité en or. Il demanda à Chloé un virement substantiel. Madame Marie appuya la demande, invoquant le devoir d'une épouse de soutenir les ambitions de son mari pour l'honneur de la famille. Chloé fit mine de réfléchir, calculant ses coûts. « C'est une grosse somme, Nicolas. Mais je te fais confiance. Laisse-moi quelques jours pour débloquer un compte à terme sans pénalité. » Les yeux des deux prédateurs s'illuminèrent. Ils avaient mordu à l'hameçon. Ils pensaient avoir gagné encore une fois. Chloé s'excusa pour monter se reposer, les laissant célébrer leur victoire anticipée. La nuit, alors que la maison dormait, Chloé se glissa hors du lit. Nicolas ronflait lourdement. Elle s'empara de sa mallette en cuir, laissée négligemment sur une chaise. À l'intérieur, le chaos financier de son mari s'étalait, des relances d'huissier, des factures de cartes de crédit astronomiques, des reçus pour des bijoux offerts à l'autre Chloé. Et au fond, le dossier fatidique, l'acte de propriété de la maison de campagne. Le nom de Marie avait été barré, remplacé par celui de Madame Marie. Chloé photographia chaque page, chaque preuve, constituant un arsenal juridique imparable. Le lendemain matin, elle retrouva Lucas. L'avocat avait travaillé toute la nuit. Son rapport était accablant. Il confirmait l'existence de la maîtresse, l'autre Chloé, logée dans un appartement dont le loyer était payé par des détournements de fonds de l'entreprise de Chloé. Plus grave encore, la maison de campagne, désormais au nom de Madame Marie, était gagée et sur le point d'être vendue aux enchères pour couvrir les dettes de jeu et les investissements foireux de Nicolas. Il restait moins de 48 heures avant que le bien ne soit perdu définitivement. « Nous devons agir vite, dit Lucas. »« Non, nous devons agir fort, » corrigea Chloé. Elle demanda à Lucas de rédiger un contrat très particulier. Il s'agissait de créer une nouvelle structure commerciale, une holding fictive, dont elle offrirait la direction à Nicolas et la présidence à Madame Marie. Le contrat, rédigé dans un jargon juridique dense et complexe,
contiendrait des clauses de « solidarité passive et active » sur l'ensemble des dettes passées et futures de la structure, engageant la totalité des biens personnels des signataires en garantie immédiate. Avant de rentrer, Chloé fit un détour par une boutique d'accessoires de théâtre pour acheter une broche en faux diamant, une imitation parfaite qui brillait de mille feux. De retour chez elle, elle trouva Madame Marie en train de réprimander une domestique. Chloé s'approcha et lui tendit l'écrin. « Pour vous remercier de tout ce que vous faites pour Nicolas, dit-elle. » La vieille femme fut éblouie par les fausses pierres, son avidité l'aveuglant sur la véritable valeur de l'objet, tout comme sur la situation. Nicolas arriva, et Chloé lança la phase 2 de son plan. Avec une excitation feinte, elle annonça avoir remporté un marché colossal, un contrat national valant des millions. « J'ai besoin de personnes de confiance pour gérer la nouvelle filiale, expliqua-t-elle. Nicolas, je te veux comme directeur général. Et vous, belle maman, comme présidente du conseil de surveillance. Les salaires seront conséquents. » Elle cita des chiffres qui firent tourner la tête de ses interlocuteurs. Ils acceptèrent immédiatement, ivres de puissance et d'argent facile. Chloé précisa qu'il y avait juste quelques formalités administratives, une signature de contrat pour officialiser leur poste et leur garantie de bonne conduite. « Nous signerons demain soir, lors d'un dîner de célébration, » conclut-elle. L'après-midi même, Chloé se rendit aux abords de l'immeuble où résidait l'autre Chloé. Lucas avait fait placer des micros dans l'appartement grâce à une fausse intervention de maintenance. Assise dans sa voiture, casque sur les oreilles, Chloé écouta. La voix de Nicolas résonnait, se plaignant de sa femme, ennuyeuse et obsédée par le travail. La voix de la maîtresse, capricieuse, exigeait qu'il divorce. Puis, l'impensable fut prononcé. L'autre Chloé suggéra, pourquoi ne pas commencer à lui donner des sédatifs? Si on la fait passer pour instable psychologiquement, tu pourras obtenir la tutelle de sa fortune plus vite. Chloé sentit un frisson glacé parcourir son échine. Il planifiait de la droguer. Mais la conversation prit une tournure encore plus intéressante après le départ de Nicolas. La maîtresse passa un appel à un autre homme. Cet idiot de Nicolas gobe tout, ricana-t-elle. Il croit vraiment que le bébé est de lui. Dès que j'ai assez d'argent, on disparaît ensemble. Chloé retira le casque, un sourire froid aux lèvres. Nicolas n'était qu'un pion, même pour sa maîtresse. Il allait tout perdre, et il l'aurait mérité. Le soir du dîner, l'ambiance était électrique. Nicolas et Madame Marie, parés de leurs plus beaux atours, la broche en faux diamant trônant sur la poitrine de la belle-mère, étaient impatients. Chloé, elle, était calme. Lorsqu'on lui servit son verre de vin, elle prétexta une migraine et demanda une bouteille d'eau minérale scellée, déjouant sans bruit toute tentative d'empoisonnement. Au dessert, elle sortit les dossiers. Des pages et des pages de textes serrés. C'est un peu technique, mais c'est standard pour des postes de ce niveau, assura-t-elle en leur tendant un stylo plume en or massif. Sans prendre la peine de lire les petits caractères, aveuglés par la promesse de richesse, Nicolas et Madame Marie signèrent. Ils apposèrent leurs paraphes au bas des clauses qui scellaient leur ruine, engageant leurs biens, leurs comptes, et même les bijoux, en garantie des dettes colossales d'une coquille vide que Lucas avait préparée. Chloé récupéra les documents, vérifia les signatures, et referma le dossier avec un claquement sec qui résonna comme un coup de feu. Parfait. Je dépose ça chez le notaire demain à la première heure. Le lendemain soir, Madame Marie avait insisté pour organiser une grande réception dans la villa afin de fêter leur ascension sociale. Le champagne coulait à flots. Nicolas avait même eu l'audace d'inviter l'autre Chloé, la présentant comme une cousine éloignée. Chloé, l'épouse légitime, observa ce théâtre de l'absurde depuis le haut de l'escalier majestueux. Elle descendit les marches lentement, drapée dans une robe rouge sang, impériale. Madame Marie tapota sur son verre pour porter un toast, glissant des remarques perfides sur le fait que le succès d'une femme se mesurait à sa capacité à soutenir son mari. Chloé s'avança, prit le micro des mains de sa belle-mère avec douceur. « Merci pour ces mots, dit-elle. Je voudrais proposer un toast. Profitez bien de ce champagne, de ces petits fours et de ce luxe. Car c'est probablement le dernier repas que vos hôtes pourront vous offrir. » Un silence de mort tomba sur l'assemblée. Avant que Nicolas ne puisse réagir, les grandes portes s'ouvrirent. Lucas entra, suivi d'une escouade d'huissiers de justice et de policiers. « Que signifie ce cirque » hurla Nicolas. Lucas s'avança,
imperturbable. Monsieur Nicolas, Madame Marie, en vertu du contrat que vous avez signé hier soir, vous vous êtes porté garant solidaire des passifs de la holding. Or, cette holding vient d'être déclarée en défaut de paiement. La clause de garantie immédiate est activée. Nous procédons à la saisie conservatoire de tous les biens présents ici, ainsi que de vos comptes bancaires, pour couvrir la dette. C'est une blague ? Balbutia Madame Marie, s'agrippant à son collier. Ce n'est pas une blague, madame, répondit l'huissier en chef. Veuillez retirer vos bijoux, ils font partie de la saisie. La panique s'empara de la salle. Les invités s'éclipsèrent discrètement. L'autre Chloé tenta de se faufiler vers la sortie de service, mais un policier lui barra la route pour vérifier son identité. Les déménageurs commencèrent à emporter les œuvres d'art, les meubles de valeur. En 1 heure, la villa fut mise à sac légalement. Nicolas, livide, se tourna vers sa femme. « Chloé, arrête ça. Paie-les. Tu as de l'argent. » Chloé le regarda avec un dédain absolu. Elle lui tendit une enveloppe rouge. « C'est une demande de divorce. Et je te rappelle que nous sommes mariés sous le régime de la séparation de biens. Tes dettes sont tes dettes. Tes signatures sont tes signatures. » Madame Marie tomba à genoux, pleurant, implorant la pitié. « Nous sommes ta famille. Comment peux-tu nous faire ça ?» Chloé se pencha vers elle et murmura, « Vous avez traité ma mère, votre véritable famille, comme un déchet. Vous l'avez jetée à la rue. Le karma a juste pris son temps pour vous retrouver l'adresse. » C'est alors que Lucas porta le coup de grâce. Ah, et concernant la maison de campagne. Elle a été vendue aux enchères privées la semaine dernière pour apurer vos dettes fiscales antérieures. Le nouveau propriétaire est ici pour prendre possession des lieux. Une petite voiture modeste franchit le portail. Marie en sortit. Elle était propre, bien habillée, et marchait la tête haute. Chloé avait utilisé ses propres fonds pour racheter la maison via une société écran au nom de sa mère. La maison appartenait désormais légalement et irrévocablement à Marie. Les 3 antagonistes restèrent bouche bée. Marie s'avança vers Madame Marie, qui était prostrée au sol. Elle ne cria pas, ne l'insulta pas. Elle dit simplement, « Je vous demande de quitter ma propriété. J'ai besoin de nettoyer cet endroit de toute sa méchanceté. » L'expulsion fut brutale et définitive. Nicolas, Madame Marie et l'autre Chloé se retrouvèrent sur le trottoir, leurs affaires entassées dans des sacs poubelles, sous le regard curieux et moqueur du voisinage. Les serrures furent changées, le portail de fer se referma sur leur ancienne vie. Privés de tout, leurs comptes bloqués, leurs voitures saisies, ils errèrent dans la ville. La faim commença à les tenailler. Dans un dernier élan de désespoir, ils se rendirent au pied de la tour de bureau où Chloé travaillait, espérant qu'elle aurait un geste de pitié. Lorsqu'elle sortit du parking souterrain au volant de sa voiture, ils se précipitèrent vers elle, frappant à la vitre, implorant de quoi manger. Chloé baissa la vitre de quelques centimètres. Elle les regarda, sales, échevelés, l'ombre de ce qu'ils avaient été. Sans un mot, elle leur tendit un sac en plastique noir, solidement noué. Nicolas s'en empara avec des mains tremblantes de gratitude, croyant y trouver de l'argent ou de la nourriture fine. Il déchira le plastique. Une odeur pestilentielle s'en échappa. Le sac était rempli de légumes pourris, de tomates gâtées et de feuilles de blettes noircies. « C'est exactement ce que ma mère a mangé pendant des mois pendant que vous viviez dans le luxe, » dit Chloé froidement. « Bon appétit. » Elle remonta la vitre et accéléra, les laissant dans le nuage d'échappement. Le soir même, réfugié sous l'auvent d'un magasin fermé pour se protéger du vent froid, le trio implosa. L'autre Chloé, affamée et furieuse, craqua. « J'en ai assez. » hurla-t-elle. « Tu n'es qu'un raté, Nicolas. De toute façon, je ne t'ai jamais aimé. Et pour ton information, l'enfant que je porte n'est pas de toi, mais de mon ex. Tu n'étais que mon ticket pour une vie facile. » Nicolas reçut l'aveu comme un coup de poing en plein visage. Il s'effondra, anéanti. Madame Marie, prise d'une rage folle, tenta de griffer la jeune femme, mais elle était trop faible. L'autre Chloé avisa alors la seule chose de valeur qui restait, une bague en or que la vieille dame avait réussi à cacher. Elle l'arracha violemment du doigt de Madame Marie, la poussant au sol, et s'enfuit en courant vers la gare pour prendre le premier TER, disparaissant dans la nuit pour aller escroquer quelqu'un d'autre ailleurs.
Nicolas resta seul avec sa mère, qui gémissait de douleur et de froid, son esprit commençant à vaciller sous le choc de la déchéance totale. Un an s'était écoulé depuis ces événements. La Provence était de nouveau baignée de soleil. La maison de campagne, jadis lieu de discorde, avait été transformée par Marie en un orphelinat joyeux et coloré. Les rires des enfants résonnaient entre les vignes. Lucas, qui avait été un pilier durant toute l'épreuve, avait fini par demander la main de Marie, trouvant en elle une âme sœur malgré la différence d'âge, unie par la bienveillance. Chloé, quant à elle, dirigeait son empire avec une sérénité nouvelle, débarrassée des parasites. Un matin, alors que Chloé et sa mère se rendaient au marché provençal pour acheter des fruits pour l'orphelinat, elles aperçurent une scène qui les fit ralentir. Près des bennes à ordures, là où tout avait commencé, un homme squelettique au visage ravagé par l'alcool et le remords chargeait des caisses lourdes pour quelques pièces, c'était Nicolas. Un peu plus loin, une vieille femme en chaise roulante cassée, le regard vide et perdu, tendait une main crasseuse aux passants, Madame Marie. Nicolas leva les yeux et vit les deux femmes. Elles étaient rayonnantes, dignes, belles. La honte l'écrasa si violemment qu'il lâcha sa caisse et se détourna pour se cacher derrière un camion. Madame Marie, dans son délire, tendit la main vers son ancienne belle-fille, murmurant un nom indistinct. Chloé marqua une pause. Elle regarda ces deux épaves humaines. Il n'y avait plus de haine en elle, seulement une indifférence polie. Elle et sa mère passèrent leur chemin sans se retourner, laissant derrière elles les fantômes du passé. Une fois installée dans la voiture, Marie posa sa main sur celle de sa fille. « Ton cœur est-il en paix, ma chérie ?» demanda-t-elle doucement. Chloé démarra le moteur, regardant l'horizon lumineux qui s'offrait à elle. Elle sourit, un sourire vrai et apaisé. « Ce n'était pas de la vengeance, maman, répondit-elle. C'était simplement la justice. » La voiture s'éloigna, laissant le marché et ses leçons cruelles derrière elle, roulant vers un avenir où seule la vérité et la loyauté avaient droit de cité.